Eh ben, c'était des bonnes vacances, hein. Retour à l'appart. Voilà. On va regarder si on a un peu de courrier. Oula, il y a du monde. Qu'est-ce que c'est que tout ça? EDF, URSSAF, génial. J'adore. Ah mais non, attends. Ah ouais, en fait il y a d'autres, il y a des cartes postales. Ça c'est cool, j'aime bien les cartes postales. On te fait des gros bisous de la boule. C'est qui ça? C'est marrant, je m'attendais pas. Ouais, il y a quand même là 6 cartes postales. Ike, Zef, Hélène, Lulu, Ben, Sam, ils ont vraiment pensé à moi. Ah, non, en fait, je crois lire à tous les bougaillos. Donc en fait, c'est pas vraiment pour moi. Oui, j'habite au 4e étage, c'est un peu haut. Mais je vais peut-être vous les partager, ces cartes postales, finalement, parce que c'est un peu pour vous. Chérie, les enfants, je suis rentré. Ah non, à chaque fois, j'oublie que j'ai pas d'enfants. Bon, bah, voilà, je vais me poser, je vais lancer l'enregistrement, puis je vais vous partager ces cartes postales. Finalement, elles sont pour vous. Personne ne pense à moi. Enfin, à part l'URSSAF, bien sûr. Bon, bah alors, on va commencer à ouvrir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence par Ike? Putain, le con. Je veux dire, qui met ses cartes postales dans nos enveloppes? Ok. Bon, bah... c'est parti, hein, je vais... Hop. Ça enregistre. Salut, c'est Eric pour la petite pastille Comics Outcast de l'été. Je vais vous proposer 3 titres très éclectiques, hein, très très différents les uns des autres, mais ça peut être sympa. Alors le premier titre c'est Middle West, un comics qui a commencé en 2018, fin 2018, et qui en est à son 10e numéro, quelque chose comme ça. Et c'est écrit par un auteur que j'adore, un auteur et illustrateur qui s'appelle Skottie Young, qui était à la plume déjà et au dessin de I Hate Fairyland, dont on a parlé je crois dans Comics Outcast, et d'autres comics qu'il a illustrés avec son style très coloré, très cartoon, et très sympa, et j'adore. Et là, Middle West, on va dans un monde un peu moins rigolo, un peu moins tragique, mais toujours bizarrement, toujours aussi coloré. Et on découvre un ado qui s'appelle Abel. Abel qui est en retard. Il se réveille à la bourre, se fait réveiller par son père qui, enragé, entre dans sa chambre et lui rappelle que il est paperboy, donc il distribue les journaux aux voisins, et qu'il n'a pas à être en retard pour son boulot et que c'est pas sérieux du tout. Et d'une petite engueulade, on passe à un énervement extrême du père qui balance le réveil à travers la chambre et qui atterrit sur la photo de famille d'Abel. Assez triste d'ailleurs, puisque maman n'est pas là, mais on ne sait pas forcément pourquoi. On découvre comme ça les relations entre le père et le fils qui sont assez tendues. Alors il enfourche son vélo, complètement la bourre, et on découvre un renard qui est son ami, et surtout un renard qui lui parle. Donc voilà, c'est ce genre de monde, hein, c'est pas tout à fait l'Amérique Midwest qu'on connaît, c'est un peu différent, hein, il y a des éléments un peu fantastiques et magiques ici et là dans ce comics. Et il part pour la distribution très tard quand même, mais il se fait interrompre en fait par une espèce de micro-tempête qui fait que tous les journaux qu'il avait dans son sac et autour du bras s'envolent dans le ciel. Il essaye malgré tout de récupérer les feuilles de papier qui sont là, mais
écoute, ce sont que des journaux, c'est pas grave, la vie continue, on va distribuer ce qu'on a et puis basta quoi. Et il tombe sur ses potes sur le chemin qui lui disent que eux, au lieu d'aller travailler comme lui, comme c'est l'après-midi, ils vont aller jouer aux jeux vidéo. Il est un peu deg, mais il sait que de toute façon ça sert à rien d'aller donner les 2 journaux qui lui restent. Il abandonne sa tâche et il va jouer au jeu, enfin il part en tout cas pour aller jouer au jeu avec ses potes. Mais d'abord, il passe par une épicerie dans laquelle ils se fournissent en boissons sucrées et chips sursalés. Et un des camarades suggère lourdement que ce serait une bonne occasion de voler de la bouffe et de s'en tirer, puisque le gérant est un vieux type qui voit rien, il entend rien, donc ce sera facile. Et évidemment, il n'est ni vieux ni sourd, donc il les a entendus, il les a vus, et ils se font choper. Plutôt qu'appeler la police, en fait, il appelle ses parents, les parents de tous les enfants d'ailleurs, de tous les ados qui sont là. Ils se font récupérer un à un, et le dernier à arriver, c'est le père, qui l'avait déjà quitté enragé. Là, pas un mot dans la voiture quand ils sont en train de rentrer. Et au moment de rentrer, au lieu de le laisser le punir et de le laisser rentrer, le père dit à son fils, à Abel, non, tu ne rentres pas, tu veux jouer au bonhomme, tu fais des trucs de bonhomme, tu ne prends aucune responsabilité, maintenant tu vas le payer, donc tu dors dehors. Et il s'énerve de plus en plus quand il dit ça, quand il dit ces choses. Et le pauvre Abel est confondu en excuses, désolé, ça se reproduira pas, je te promets, je vais prendre mes responsabilités. Ça ne suffit pas, le père enrage davantage au moment où Abel lui dit ces mots. Et Abel prend son courage et lui dit des choses assez difficiles. C'est pour ça que maman t'a quitté. En gros, on comprend que la mère n'est pas décédée, mais qu'elle a quitté le foyer et on ne savait pas pourquoi. Et là, le père se retourne et lui dit, mais écoute, c'est pas moi qui l'a quitté en fait, c'est toi qui l'a quitté. Être mère, c'était pas quelque chose qu'elle savait faire, c'est pas quelque chose qu'elle souhaitait vraiment. Et quand elle a compris que c'était trop difficile pour elle, elle est partie. Et c'est à toi qu'on doit son départ. Et maintenant, je suis triste. Avant, on s'amusait bien, et maintenant que t'es là, tout va mal. Donc à ces mots. Abel est furieux, déjà merci, et à ces mots il s'énerve et il lui dit tout simplement fuck you. Je ne vous traduis pas ces mots parce que c'est trop violent, ce qui ne fait évidemment pas plaisir à son père. Il lui demande de répéter, genre c'est bien ce que t'as dit là, j'ai bien entendu. Et il répète ces mots et il se fait frapper, il se prend une baffe monstrueuse qui le blesse. Et là le père perd complètement patience et il commence à s'énerver, il perd vraiment son sang-froid là, il est vraiment hors de lui et ses yeux en fait deviennent jaunes, commencent à brûler et une espèce de vent, de tornade qui commence à prendre forme et qui remplace en fait le père. Il grossit, il grandit, il devient gigantesque, on le voit, enfin il touche le ciel carrément, et des bras commencent à sortir, des bras et des doigts pointus qui commencent à sortir de ce nuage, de cette tornade grise et de poussière qui a l'air d'en vouloir personnellement à Abel. D'ailleurs, il hurle son nom à travers la campagne. Et ce qui évidemment le terrifie, il essaie de dire pardon, mais le renard qui n'était pas loin lui fait comprendre que c'est pas la peine. Là, le père, il est pas dedans. Et il s'enfuit, il court. Le père les pourchasse à travers la ville. Il détruit tout dans son passage, blessant et probablement tuant des gens. Et les deux, le renard et Abel, sautent sur un train qui passait par là, on va dire un peu, et tentent d'échapper, de partir plus vite et d'échapper à cette tempête, à ce démon, ce typhon, je sais pas comment dire, qui les poursuit. Ils prennent un peu de distance, mais pas assez. En fait, le bras de la tornade arrive à toucher Abel dans son dos et le transperce. Ce qui laisse une espèce de marque, ça le blesse pas vraiment en fait, mais ça lui laisse une marque jaune sur la poitrine. Et le train accélère et prend de la distance et part au loin, alors que le monstre de vent, on va dire, reste au loin. Et je vous en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une BD assez touchante, une BD avec un petit peu d'humour quand même et de joyeuseté adolescente. Et surtout des dessins fantastiques
il y a une maîtrise clairement de tout ce qui est dégradé. Le ciel est dessiné vraiment de façon, très révélatrice parce que tout est sur le vent en fait, et justement sur l'état du ciel. Donc c'est limite un détail à observer sur toutes les pages. Le dessin, voilà, les personnages sont extrêmement expressifs, que ce soit le père ou le fils. D'ailleurs, quand dans le remords ou dans l'agacement ou dans l'impatience, tout ça, on voit très très bien ces expressions-là. Pour le moment, donc il y en a 8, je crois, qui sont sortis. Et ça se profile bien, je crois que ça fonctionne pas trop mal. Et voilà, ça peut être une bonne découverte. Peut-être qu'on en parlera plus tard dans la prochaine saison de CO. Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose que je vais continuer à lire dans mon coin en tout cas et que je vous recommande. Bon bah ça c'était la première page. Putain, il y en a encore 6. Ok, on continue. Je vais vous parler d'un deuxième titre. Là, ça risque d'être beaucoup plus rapide. Il s'agit de... oh là là, un titre à rallonge en plus. Red Sonja et Vampirella meet... Merde, comment elle s'appelle l'autre aussi Betty et Veronica. Donc pourquoi ce crossover ? Pourquoi pas. Donc Betty et Veronica, bien sûr, du monde d'Archie, à la fois la série, je crois qu'elles sont dedans, et les comics classiques et les modernes, et également donc Red Sonja dont on a parlé, je crois que Zef est amoureux d'elle il y a très très longtemps, et Vampirella, je crois pas qu'on en ait parlé dans les émissions, mais c'est un personnage classique aussi des comics. Donc voilà, 2 personnages sulfureux contre ou avec 2 personnages beaucoup plus ordinaires. Pourquoi j'ai choisi ça ? À cause du titre. Franchement, je me suis dit what the fuck, c'est un double crossover. Tu peux pas tester. Il faut absolument que tu lises ça pour ta culture, pour pouvoir en parler à Daniel Andreev et avoir son avis. Donc l'histoire est nulle. je vous dis pas des conneries, mais franchement je me suis bien marré. J'ai trouvé ça vraiment rigolo. C'est pas non plus le truc ultra subversif qui transcende le genre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Putain. Je ne couperai pas. Mais voilà, je me suis bien marré à le lire parce que justement, what the fuck, complètement what the fuck. L'histoire en un mot, c'est Vampirella et Red Sonja qui suivent les suiveurs d'une secte qui sont là pour la résurrection d'un démon, et il se trouve qu'il y a des suiveurs qui sont dans Riverdale, et qu'il se trouve que un des membres est peut-être quelqu'un de la classe de Veronica et Betty. Mais on ne sait pas. Mais ce qui est marrant, c'est la façon dont elles se rencontrent. Elles deviennent potes en 2 secondes, et 3 pages plus tard, elles sont en train d'essayer les vêtements de Veronica parce que il faut qu'elles passent pour des gens normales, et ensuite pour passer pour des gens normales, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont au lycée. Oh waouh! Et c'est très rigolo de voir des gens qui parlent comme au Moyen-Âge avec des gens qui ont des téléphones portables. Waouh! Voilà. Donc ça vole pas super haut et c'est franchement très très vilain, mais je me suis bien fendu la poire pour le côté 29e degré. Eh ben nous aussi on s'est bien fendu la poire, Ike. Quoi d'autre ? Donc l'autre côté de la page. Et enfin, un comics que je rêve de continuer, tellement j'ai trouvé ça ouf dès le premier, mais je sais pas si je vais vraiment pouvoir en parler correctement. Ça demande beaucoup de clarté et qu'il soit pas 22h23. Il s'agit de Silver Surfer Black. Alors non, ce n'est pas une tentative de Marvel de transformer tous les personnages en une variante afro-américaine. Non, c'est le Black des Abîmes en fait. Ce comics commence à la fin d'un event que je n'ai pas suivi, très franchement, qui apparemment met en scène Thanos, le Black Order, les Gardiens de la Galaxie et le Surfeur d'Argent. Il utilise toute son énergie cosmique, parce que le Surfeur d'Argent est c'est ni un humain ni un dieu, mais c'est presque au-delà. Il utilise toute son énergie pour sauver tous les autres héros et les remettre dans l'univers ordinaire Marvel, et où ils vont pouvoir poursuivre leurs aventures. Mais en faisant
faisant cela, il a dépensé beaucoup de son énergie et il n'a pas assez d'énergie pour lui s'extirper des abîmes qui consomment toute la zone dans laquelle il se trouvait. Ou alors en fait ils ont été projetés dans les abîmes par des méchants. Voilà. Et il chute et chute et chute et chute pour arriver devant une espèce de porte ancestrale qui permet de prendre contact avec une déité de la zone et qui pourrait peut-être lui permettre de rentrer, enfin de partir des abysses et de rentrer dans l'univers ordinaire. Mais devant la porte, il tombe sur 3 sentinelles d'espèces de robots plus ou moins sentients, pas les sentinelles des X-Men, attention, des sentinelles cosmiques, donc qui ressemblent pas du tout à ce à quoi on peut s'imaginer, il faut le voir. Et puis de toute façon, le monde de Silver Surfer, il est complètement what the fuck, donc n'hésitez pas à consulter dans l'histoire en termes de drogue consommée, c'est assez ouf. Et il doit en fait plaidoyer, il dit excusez-moi, je viens de loin et il faut vraiment que je rentre chez moi là, ça c'est plus possible, je vais mourir. Ce à quoi les sentinelles répondent par une agression. Donc s'ensuit un combat avec un surfeur d'argent faible mais qui se démerde pas si mal que ça. Et il se sort du combat et obtient un entretien, mais pas forcément celui qu'il voulait, avec la personne qui se trouvait derrière cette porte. Je vous dis pas qui c'est parce qu'apparemment c'est un personnage classique justement des univers ultra cosmiques Marvel, donc à la fois Doctor Strange et du coup tout ce qui est Galactus, les anciens gardiens de la galaxie et ce genre d'entités et de groupes. Mais pourquoi j'aimais, parce que déjà on part très très loin dans le concept. Ça me rend très curieux de ce qui a été écrit dans le passé sur ce personnage et les univers qu'il traverse. J'ai adoré la prose, la façon dont tout était raconté, comment il a sauvé justement les héros au début et comment il chute en fait et comment il ressent la chute, et extrêmement bien décrit. J'ai vraiment trouvé ça joli et dramatique en même temps, évidemment. Et en termes de dessin, on est sur un truc extrêmement plat. Voilà, il y a pas du tout de relief. Les traits sont très gros, très épais volontairement. Il y a un côté, des artistes qui font ce genre de style aujourd'hui. Il y a les All Red, et il y a ce côté-là qui donne vraiment du tonus, de l'énergie à tout ce qui se passe. Et quand on sait que c'est justement que le surfeur d'argent est un personnage cosmique qui a des pouvoirs que nous on peut même pas imaginer, la façon qu'il a justement de courber l'espace, mélanger les galaxies, c'est très fantastique. Voilà, c'est magique. Et je trouve que les couleurs qui sont utilisées, les formes et justement le côté très élastique et tordu et très très en vague et ce genre de choses, ça rend super bien et la lecture est très agréable et les dessins, les visuels aident beaucoup. Voilà. Donc c'était mes recommandations. Moi je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. L'été est bientôt fini malheureusement, ce qui veut dire que moi je vais pouvoir prendre des vacances et pour une nouvelle saison de Comics Sudcast avec toute l'équipe. Voilà, j'espère que vous avez kiffé toutes ces pastilles là pendant tout l'été. Nous ça nous a bien fait marrer, même si on n'a pas toujours fait ça dans les temps. Mais voilà, on vous fait des bises et à bientôt. Ciao. Ah, Ike, il est fort, il est très fort. Quelle plume. Alors, on va passer à la carte postale de Zef, qui semble venir de très loin. Hé, y a quelqu'un ? Non, ils sont pas tous partis en vacances en me laissant seul quand même. Ah, c'est quoi ce bruit ? On dirait que ça vient de la chaloupe. Qu'est-ce que... Oh putain. Ah ouais, les mecs qui reviennent de la plage, ils nettoient pas la chaloupe. Cool. Ok, et bien sûr, pas de plein de carburant. On remplit pas les frigos. Ah sympa, merci les gars. Bon allez, c'est pas grave, je m'en occupe. C'est quoi cette lettre là ? Ah, un petit mot de mon Z2E adoré. Cher Zef, désolé, on est revenu de la plage sans nettoyer la chaloupe, on n'a pas fait les pleins non plus. Bisous. PS, attention à un rooster. Ok, bon, tant pis. Moi aussi, je vais écrire ma carte postale comics de l'été
depuis le vaisseau. Cher Bouyaïos, pas de plage, pas de soleil pour moi, mais juste un peu de gardiennage de vaisseau. Mais bon, après tout, ça reste assez reposant. J'espère que vos vacances sont bonnes et que vous avez bronzé pendant la canicule en lisant plein de bons comics. Pour ma part, je ne résiste pas à cette petite carte pour vous parler d'une de mes séries favorites que je suis depuis plus de 70 numéros et qui est toujours bien maîtrisée par l'un des maîtres de DC en ce moment, j'ai nommé Tom King, évidemment. Pas besoin de le remplacer, hein. Tom King, on sait qui c'est, il vient de gagner plusieurs Eisner, hein, et notamment celui du meilleur scénariste, meilleure mini-série, bref, on sait à peu près ce qu'il vaut aujourd'hui. Je vais me concentrer juste sur la série régulière de Batman qu'il a commencé en 2016 avec l'arrivée de Gotham et de Gotham Girl, qui sont deux nouveaux super-héros qui ont été créés par Tom King et David Finch. À l'époque, Tom King avait annoncé qu'à la fin de son run, qui était initialement prévu sur une centaine de numéros, la fin de son run serait en fait un énorme game changer dans le futur de la série. Alors comme ça on peut se dire que bon ok ouais, n'importe quel auteur avec un peu d'ego veut se targuer d'avoir apporté son gros truc à l'univers Batman, après tout beaucoup l'ont fait, mais clairement plus on avance et plus j'y crois vraiment. Aujourd'hui il y a peu d'auteurs à mon sens qui arrivent à mettre en place plusieurs de ces pions au fur et à mesure de ces arcs en avançant au travers de ces arcs justement. Il y a Hickman par exemple qui arrive à faire très bien ce genre de choses, et Tom King aujourd'hui je trouve qu'il arrive vraiment à placer tout ce qu'il faut pour faire que sa série en fin de parcours elle soit affolante. Pour revenir au début de la série qui se divise aujourd'hui avec un peu plus de 12 tomes, parce qu'il y a des 3.5 et ainsi de suite, les premiers arcs en fait sont surtout une mise en place d'une situation qui arrive doucement avec son paroxysme que maintenant. Aujourd'hui on est au numéro plus de 75-76, donc ça a pris énormément de temps. Et grosso modo, à partir de l'arc du mariage, on commence à voir à peine le plan se mettre en place et à comprendre comment on va appréhender l'histoire et à quel point ça va être très lourd. Avec le recul, on en prend un peu plus dans la gueule quand j'y repense et quand je regarde un peu les arcs au fur et à mesure qui sont déjà passés. J'ai suivi la série par épisode et vraiment c'est la série qu'aujourd'hui j'attends le plus de lire à chaque sortie le mercredi de tous les comics. Certains arcs à leur lecture ne sont pas nécessairement les meilleurs. J'ai eu des moments pas non plus de déception mais assez d'étonnement par rapport à ce que Tom King a apporté pour un arc entier, mais en lisant l'œuvre entière, on se rend compte qu'en fait que chaque petit passage était assez nécessaire pour arriver là où on est aujourd'hui. Pour résumer l'histoire rapidement pour les deux du fond qui n'ont pas suivi, en fait on se retrouve avec un arc Némésis bien connu de chez Batman qui est Bane, et qui va très vite jurer à Batman de le briser encore. Et au début en fait il se sert de ça, enfin il veut le briser en utilisant Gotham Girl. Gotham Girl en fait c'est une super héroïne qui avec son frère qui ont pris le nom de Gotham et Gotham Girl sont deux super héros qui ont la possibilité d'avoir des super pouvoirs énormes en échange des années de vie qu'ils donnent à leur pouvoir. Grosso modo, ils peuvent avoir les pouvoirs de Superman pendant quelques jours entièrement ou devenir un dieu pendant quelques heures. Plus ils usent de leur pouvoir, plus ils deviennent balèzes, plus vite ils vont mourir en fait. Donc sans rentrer dans le détail de cet arc, en fait Batman va forcément tenter de sauver Gotham Girl et Gotham des griffes de Bane et briser Bane au passage, en tout cas pense pouvoir le faire. Alors l'enjeu en fait il est là en fait tout au long des arcs de la série, c'est de savoir qui va réussir à briser qui, parce que à la fin de plusieurs arcs en fait on voit une forme de confrontation qui est pas forcément physique, hein, qui peut être parfois psychologique, et la confrontation s'arrête et on voit qui a gagné sur l'autre en fait. Et au fur et à mesure de ça il y a des arcs qui vont passer où on va complètement oublier ce qui s'est passé avec Bane, et au fur et à mesure ça va prendre de plus en plus d'importance et chaque petit détail vont revenir un peu dans la gueule du lecteur au fur et à mesure. Et franchement, même avec un perso comme Bane, que moi j'arrive pas du tout à la base à apprécier, que je trouve nul en fait, Tom King il arrive à le rendre ultra intense, ultra cohérent et ultra balèze, non pas forcément physique mais dans son raisonnement, dans les plans qu'il met en place pour essayer de faire chier Batman en fait. Au dessin de cette série on va retrouver plusieurs illustrateurs, mais principalement on retrouve Michael Janin qui est un espagnol qui a un trait vraiment excellent, qu'on avait déjà vu par ailleurs sur la série Grayson, qui est une très très bonne série aussi si vous l'avez pas lu. Ces dessins sur l'arc du mariage principalement sont juste
affolant, c'est vraiment à lire, et juste cet arc-là est vraiment vraiment cool parce qu'il y a énormément d'implications sentimentales de la part des personnages. Pour la mise à jour de l'organisation interne entre DC Comics et les relations qu'ils ont avec Tom King, qui est un de leurs auteurs phares aujourd'hui, Tom King en fait devait continuer la série Batman jusqu'au numéro 100 pour finir en beauté, finir en apothéose, mais la série régulière devrait s'arrêter au numéro 85 pour Tom King. En fait, elle sera reprise derrière par un autre auteur qui fera César Calu derrière aux alentours de janvier 2020. Rien de grave entre relations, il y a eu énormément d'échanges là-dessus, beaucoup de posts de Tom King sur son Twitter, il y a énormément de choses, mais grosso modo, les relations entre l'auteur et l'éditeur vont très bien. D'après ce qu'on sait, d'après les dires de Tom King directement, lui il est juste surchargé de boulot, il a énormément de séries en cours, il y en a une autre qui va commencer, il va être scénariste sur une série et télé aussi, donc j'ai plus le nom en tête là tout de suite, et en fait il vient aussi d'avoir son deuxième enfant je crois, et bref ça lui prend énormément de temps, et si on regarde son compte Twitter on voit énormément de photos effectivement de famille. Donc qu'est-ce qui va se passer avec son arc en fait? Est-ce qu'on verra jamais la fin de City of Bane? Même si, bien sûr que si, en fait il va pas s'arrêter là. Tom King a demandé à DC Comics d'avoir un peu plus de temps, et DC Comics en fait lui a accordé le fait de faire une nouvelle série qui va être nommée Batman Catwoman, qui va sortir en début 2020, janvier 2020, et qui sera sur 12 numéros pour clôturer son histoire normalement. Et franchement moi j'ai ultra hâte de voir ça arriver. Ce qui fait juste chier, c'est que ça va prendre finalement vachement plus de temps, parce que ce numéro 85 au numéro 100 avec une série bimensuelle, normalement ça allait super vite, et là on va attendre encore un an de plus. Voilà, c'est grosso modo mon gros conseil de l'été de lecture. Si vous avez jamais lu la série régulière Batman, ce que je vous souhaite pas parce que c'est vraiment génial, et ben franchement presque, mais en fait je vous envie, parce que la commencer avec la série Rebirth de Tom King, elle est vraiment vraiment géniale. C'est ultra fat, mais c'est un vrai bonheur à lire, et franchement il faut juste s'accrocher, et c'est vraiment cool. Voilà, sur ce, j'ai fini les cartes postales. Alors je vais... Putain, mais c'est quoi ce bruit? Mais c'est quoi? Mais what the fuck? C'est quoi ce truc? Ah, le rooster. Ok, d'accord, je comprends mieux maintenant. Donc ça, c'était ma carte préférée de l'espace. J'en ai une d'Hélène. Bonjour les autres castos, ici Nivrae. Mes vacances se passent bien, et comme j'ai pas pu aller au bord de la mer, j'ai emmené avec moi une très bonne lecture, qui est en fait un graphic novel qui s'appelle Mera, Tidebreaker de Daniel Page. Si t'es un petit peu au courant de qui est Mera, eh ben tu vas savoir que ça parle d'eau et de plage. Et du coup, voilà, nous ne pouvons pas aller en vacances au bord de la mer. Je lis des histoires qui se passent au bord de la mer. Mera, tu la connais peut-être si tu as lu du Aquaman, ou même si tu as vu le film Aquaman. Mera, c'est la jolie rousse habillée en vert, c'est un peu la petite sirène de DC Comics. Et dans ce graphic novel, qui est du coup centré sur elle, ce qui est assez rare, on la retrouve du coup entre une histoire de famille, d'héritage, d'envie de s'émanciper, de grandir, de tuer son ennemi. Et c'est plutôt très intéressant, parce que pour une fois, on a Mera au centre de l'histoire et pas Aquaman. Et donc voilà, alors je suis pas sûre que ça soit sorti en français pour l'instant. C'est sorti chez DC Comics sur le label DC Inc, qui est vraiment un truc pour leur graphic novel. Ils en avaient fait un sur, c'est pas Catwoman, ou peut-être, si genre l'enfance ou l'adolescence de Catwoman, qui s'appelait Under the Moon. Et voilà, donc ouais, à lire, c'est plutôt très cool. Ça match très bien avec les vacances, tu t'imagines bien au bord de la mer en te disant tu vas voir une sorte de sirène sortir de l'eau et venir te chercher et t'emmener parce qu'en fait tu es l'héritière d'un pays sous-marin. Non, ça marche bien. Après, les dessins sont pas fous, transcendants, exceptionnels, mais en gros ça colle un petit peu à un roman de plage. C'est-à-dire que si tu mets du sable dessus, c'est pas non plus un drame. L'histoire reste quand même pas mal autour de l'amour, de la famille, donc c'est pas transcendant et inédit, mais c'est cool, le personnage de Mera est cool. Donc voilà, je vous conseille ça, très bonne lecture de plage pour fêter la fin des vacances. Ça marche bien. Donc Mera Tidebreaker de Daniel Page, et c'est édité par DC Inc aux US et pas encore sorti en France. Bah écoutez, je vous souhaite à tous des bonnes vacances, puis profitez bien sur les derniers jours qui restent. Sur ce, moi je vais partir en randonnée, parce que en vrai la plage c'est bien dans les romans, mais moi je préfère grimper la montagne.
Et bah, très vite, on se retrouve à la rentrée. Salut! Eh ben, mortel! Oh, tiens, attends, ça c'est celle de Lulu, écrite à la plume. Je m'attends à quelque chose d'un peu... Ouh. Cher Bouyaïos, j'ai quitté quelques jours le vaisseau Hypersensas pour partir sur un rayon de soleil. Je me suis joint à l'équipage d'un autre vaisseau un peu spécial, en forme de combattant. Vous savez, ces poissons exotiques dont les nageoires ressemblent à des voiles et qui dansent au son de la danse arabe du casse-noisette de Tchaïkovski, dans Fantasia. Non? Vous ne voyez pas? Mais, à peine commencé, et je digresse. Grèce. Outre sa forme insolite, ce vaisseau a aussi la particularité d'abriter un équipage dont la mission est de restaurer ou transformer des bâtiments laissés à l'abandon. Charlotte est la capitaine, Alma la bosse, elle, une sorte d'ingénieur ninja mutique. Jules, la nièce d'Alma, est la petite main rigolote et rebelle. Elles sont rejointes par Mia, une jeune fille timide au début mais qui apprend vite et s'intègre facilement à l'équipage. Le lecteur découvre l'univers en même temps qu'elle. Mais quoi, me direz-vous? Le lecteur? Quel lecteur? Eh bien oui, cher Bouyaïos, je vous ai berné, fantasque que je suis. L'équipage dont je vous parle n'est composé que d'êtres, d'encre et de papier. Créé par une jeune auteure américaine de 22 ans, Tillie Walden, dans son comics intitulé On a Sunbeam, sur un rayon de soleil donc. Ça faisait un petit moment que je voulais en parler dans le Comics Podcast. J'ai découvert le travail de Tillie Walden sur Twitter et mon intérêt a été confirmé par l'enthousiasme d'une vendeuse de chez Pulp. On a Sunbeam était à l'origine un webcomic et j'ai dévoré les presque 600 pages de la version papier en 2 soirs. Autant vous dire que je n'ai pas boudé mon plaisir. Il est facile de se laisser emporter par les aventures de Mia. Le récit se divise en 2 lignes temporelles qui alternent entre la trame principale avec le vaisseau et leur mission de restauration et un flashback où l'on découvre une partie du passé de Mia, notamment sa rencontre au lycée avec celle qui deviendra son premier amour, Grace, et finira par la lancer dans une quête épique qui mènera Mia et son équipage à se confronter à la planète la plus hostile de leur galaxie. Tillie Walden est à l'écriture et au dessin. Les dialogues sentent le vécu. On rit beaucoup avec les personnages. On est aussi très ému. Et il y a des pages absolument magnifiques. Elle a opté pour des aplats de couleurs. La timeline du lycée est dans des tons bleu-gris qui lui donnent une atmosphère crépusculaire. Le reste de l'histoire est coloré dans des tons de violet, jaune, orange, mais le tout très mat, presque pastel, et qui contraste avec le noir omniprésent de l'espace. Je vous recommande chaudement cette histoire d'amour intersidéral qui saura, j'en suis sûre, réchauffer vos petits cœurs. Vous pouvez lire On a Sunbeam de Tillie Walden en anglais chez First Second et en français, avec son titre Dans un rayon de soleil, chez Gallimard Bande Dessinée. Bonne fin d'été! Ouais, enfin, la fin de l'été, c'est mignon. Tu te rends pas compte, avec la poste, ça met des plombes à arriver. Maintenant, on est quoi, là? On est le 30 août, la gueule de la fin de l'été. Enfin, bref. Ben? Ah bah tiens, donc la carte de Ben, elle vient d'où? Oula, ça a l'air un peu paumé, ça. Cher tout le monde, lectrices, lecteurs, amoureux des comics et autres gens du bouilla. Je viens vers vous en cette dernière semaine de l'été pour vous dire que non, ce n'est pas la fin de la récré. En effet, j'ai dans ma glacière quelques conseils de lecture douce et fruitée qui, j'en suis sûr, vous conforteront dans le repos ou vous empêcheront de travailler. Donc ce que je vous conseille, c'est de me garder dans vos oreilles, si vous êtes au lit, dans l'herbe ou dans le sable, de ne pas bouger, de rester dans la glande. Et si vous êtes au travail, d'enlever vos chaussures, vos chaussettes, de mettre vos pieds sur le bureau, fermer les yeux et de suivre les petits conseils qui vont suivre. Cet été, j'ai lu énormément de choses, peut-être un petit peu plus que d'habitude parce que j'ai fait du rattrapage de tous les titres que j'ai empilés depuis le début de l'année et j'en ai retiré 3 titres dont j'ai envie de vous parler parce que c'est des petits trucs qui m'ont marqué. Je vais commencer avec l'évidence qui est Hellboy, évidemment, dès qu'on peut placer Mikey Mike, on y va. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la série Hellboy, elle est terminée, la série BPRD, elle est terminée. Il y a encore, je crois, une série Hellboy et le BPRD qui est en cours. Je crois même que 1956, ça vient de se terminer, donc en gros, on est dans un espèce d'après et il y a des petits one-shots qui sortent de temps en temps, à intervalles
intervalles réguliers, tous les 2 mois à peu près, où Mike Mignola est toujours à l'écriture et il a une petite armée d'artistes qui mettent ses idées en images. Et là, en particulier, je voulais parler de Hellboy et le BPRD, The Beast of Vargu, qui est donc un one-shot qui est la taille d'un fascicule à peu près normal, une 30aine de pages, qui évidemment s'inscrit dans l'univers de Hellboy, même si c'est le BPRD, il a un petit peu triché, la Maiki, parce qu'il n'y a pas trop le BPRD, c'est plus Hellboy. En gros, on va suivre Hellboy qui part dans les Balkans en 1962, je crois, parce qu'il y a une bête qui terrorise un peu le village et qui tue des gens. Il se passe des trucs un peu bizarres dans le château local. Hellboy va y aller sur les conseils de son papa. Il va crapahuter dans les ruines, il va trouver des artefacts, il va finir par tomber sur le méchant en question. Grosse baston bien musclé, un espèce de tigre chimère ailé, à moitié ours aussi, pourquoi pas. Et l'issue du combat va être un petit peu particulière puisqu'il va se faire défoncer lui, Hellboy. C'est assez rare, en général il se mange quelques claques mais il finit par gagner. Il va se faire défoncer et il va se faire sauver par une jeune femme qui est un genre d'Esmeralda et de sa mamie, qui sont donc des bohémiennes, sûrement des sorcières ou quelque chose comme ça, et qui va donc se remettre et être un petit peu en mode défaite, c'est-à-dire qu'il va pas comprendre pourquoi il s'est fait défoncer. Au fil des cases, on va se rendre compte que la petite vieille là, elle sculpte des pantins de bois pour un espèce de petit théâtre dans une roulotte, tout à fait charmant, et Hellboy va se rendre compte que cette mamie qui sculpte ces petites poupées en fait arrive à peut-être réécrire l'histoire, un peu comme Grégory Le Marchal, pour en fait changer ce qui s'est passé. Et ça va un petit peu retourner la tête d'Hellboy, et le comics va basculer c'est marrant, c'est sur les quelques pages de fin, sur un genre d'analyse philosophique. C'est toujours un petit peu, Hellboy c'est toujours un petit peu philosophique, un petit peu poétique, il y a toujours un genre de morale hyper ouverte, laissée à l'interprétation du lecteur. Moi c'est ce que j'aime beaucoup dans Hellboy. Et là donc ça va un peu mettre le doigt sur le destin. Est-ce que ce qu'on doit faire est écrit? Est-ce qu'on peut corriger nos erreurs quand on a merdé? À quel point on est esclave de ce qui nous entoure et à quel point on a le pouvoir de changer les choses, etc. Donc voilà, donc pour moi c'est du Hellboy classique. J'ai même pas encore parlé du dessin, mais c'est du Hellboy classique, c'est-à-dire qu'on a une histoire somme toute très simple, une enquête vraiment très simple, qui va un peu glisser vers une analyse et vers un truc très poétique et très imagé, qui laisse vraiment place à l'interprétation et à se dire ah ouais, donc peut-être que s'il a fait ça, c'était que ça. On revient 2 pages en arrière, etc. Et donc en parlant du dessin, effectivement, c'est Duncan Fegredo qui est là et qui est un peu son acolyte de toujours, puisque c'est lui c'est le premier à avoir dessiné Hellboy de manière régulière, c'est-à-dire le premier à avoir fait un Hellboy pas dessiné par Mignola. Donc c'était un peu la pression, mais c'est lui qui a décroché la timbale, et donc maintenant il fait un peu ce qu'il veut, c'est le daron. J'ai même pas parlé de Dave Stewart à la couleur, qui évidemment est le dieu vivant de la couleur. S'il y a bien un coloriste irréprochable, c'est bien lui. Et d'ailleurs, il est également sur un autre titre Hellboy dont je voulais vous parler très rapidement, qui s'appelle Hellboy vs Lobster Johnson, The Ring of Death, avec une couverture excellente de Lucha Libre, avec Lobster Johnson qui est donc un catcheur. Et c'est très rapidement, c'est un ode aux films, les vieux films d'épouvante des années 50, un vilain où on voit les fils, un catcheur super-héros, et voilà, Hellboy c'est le méchant dans cette histoire, mais c'est à prendre au second degré, c'est excellent, j'ai trouvé ça super. Et en plus il y a une super cover de Paulo Rivera que j'adore, donc je vous conseille aussi, prenez les deux en même temps, allez dans votre comic shop, prenez les deux. En français ça risque de sortir en relié, mais alors je sais pas du tout comment, il faudra regarder du côté de chez Delcourt. Je voulais continuer de parler un petit peu de poésie, de philosophie, parce que ça va être un petit peu le fil rouge de cette petite pastille. J'ai lu le Justice League Dark annual. Alors attention, pas de problème, si vous lisez pas du tout Justice League, si vous lisez pas du tout Justice League Dark, ça n'est pas du tout grave, car en général les annuals c'est des one shots, c'est des trucs qui regroupent, qui se ressentent sur un ou deux persos et qui racontent un truc qui est en parallèle de l'histoire de la série régulière. Moi j'avais commencé à lire Justice League Dark parce qu'il y a Swamp Thing dedans, j'ai un peu lâché parce que j'ai pas trouvé ça très très intéressant, et quand j'ai vu que Riley Rosmo, qui est un de mes chouchous de dessinateur, faisait la couverture de ce annual, et qu'en plus c'était centré sur Swamp Thing, j'ai pris direct et j'ai pas été déçu. Pareil à l'image du one shot Hellboy, si vous n'êtes pas du tout familier avec Swamp Thing par exemple, c'est pas grave, faut juste savoir que c'était un scientifique humain qui, après une expérience qui a mal tourné et aussi une petite trahison de la part du mec de sa femme, compliqué,
il est tombé dans le bayou et il en est ressorti une créature indicible et dégueulasse qui est devenue Swamp Thing. Là où c'est intéressant, c'est que cet annual va se centrer sur un tout autre personnage qui s'appelle Oleander, qui lui aussi est un scientifique, qui lui aussi va subir un accident et qui va se réveiller en créature végétale, on va dire ça comme ça. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que Swamp Thing va être un peu en mode Pascal le grand frère, où il va essayer d'aider ce pauvre homme qui, au final, a tout perdu, puisque on apprend au début du comics qu'il a déjà perdu un enfant et que donc avec sa femme ils sont en deuil et que leur couple est en train de s'effondrer à cause de ça. Et donc il va se réfugier dans le travail et ça va mal tourner et il va vraiment tout perdre. Et en fait toute cette histoire, tout ce comics va se centrer sur un peu une analyse philosophique, un peu poétique aussi. Je vous ai dit, on est dans le thème de tout ce que on essaye de protéger, de tout ce qu'on n'arrive pas à protéger, de ce qu'on perd, de ce qui est fragile. Il va y avoir toute une analogie entre les relations humaines et les plantes et les fleurs qui sont éphémères, qui sont très jolies mais qui sont éphémères. Si on n'en prend pas soin, ça peut vite faner. Et voilà, il y a une constante analogie entre ces deux aspects et j'ai trouvé ça extrêmement beau dans l'écriture. En termes de graphisme, je vais pas trop m'éterniser dessus parce que c'est tout à fait correct, ça m'a pas transcendé. Je vous ai dit, à part la cover de Riley Rosmo que j'aime beaucoup, mais l'intérieur est très correct. Il y a aucun problème, notamment quand ce Oleander se transforme en créature végétale, plutôt florale même. C'est très très beau, il y a aucun problème. Il y a quelques plans aussi qui sont plutôt cruels et très dramatiques, notamment avec des enfants, j'en dis pas plus. Donc non, le dessin est très correct, ça m'a pas gêné, mais c'est vraiment l'histoire, cette approche un petit peu dramatique et un petit peu maudite qui caractérise complètement le personnage de Swamp Thing. Donc on est, même si l'histoire n'est pas centrée sur lui, on est vraiment complètement dans son univers. Donc voilà, je vous le conseille, c'est vraiment super. Et je termine par le best-of, le maxi best-of, mon méga chouchou, le truc qui m'a vraiment mis une énorme claque dans la gueule cet été, et je compte bien lire jusqu'au bout, acheter le relié, la librairie édition et tout ce que tu veux. C'est Silver Surfer Black. Alors Silver Surfer, moi je suis pas très... je suis fan, mais je suis pas très accoutumé du personnage. J'ai lu quelques comics, j'ai lu par exemple Parabole de Stan Lee et Mobius. J'avais commencé à lire le Silver Surfer de Michael Red parce que visuellement c'est vraiment stylé. Mais j'en sais pas plus que le commun des mortels, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a des pouvoirs cosmiques et qui était censé aller checker les planètes pour que Galactus puisse les manger. Donc ça c'est l'origin story du perso. Hein? Ah oui, non mais c'est ça en fait, je me disais bien que j'avais déjà entendu cette histoire, mais en fait c'est parce que Ike il en a parlé dans sa carte aussi. D'un autre côté ils sont pas partis en vacances ensemble, donc c'est normal qu'ils aient pas pu se synchroniser, enfin sauf si éventuellement ils étaient allés sur Slack pour le dire. Enfin voilà, allez on écoute l'avis de Ben tout de suite. Donc quand Donny Cates, que j'aime énormément, Donny Cates qui s'occupe en ce moment de Venom, qui s'occupait de Thanos, qui a fait aussi God Country ou ce genre de choses, qui est une des rockstars chez Marvel notamment, et en indé, a pris le Silver Surfer. Je trouvais que c'était une super idée, j'étais impatient de voir ce qu'il allait faire du perso après ce qu'il avait fait à Cosmic Ghost Rider. Ce à quoi je m'attendais pas, c'était au visuel, parce que même si j'aime beaucoup certains auteurs, des fois ils sont avec des artistes qui me parlent pas et donc je suis un peu déçu. Et là, c'est un gars qui s'appelle Tradd Moore, que je connaissais sans m'en souvenir, puisqu'il a dessiné le All New Ghost Rider, que je crois que j'avais chroniqué dans un comics podcast. Faudrait que je me réécoute parce que il me semble que j'avais pas trop aimé. Et pourtant, dans ce Silver Surfer Black, je trouve qu'il s'est transcendé, il a explosé toutes mes attentes graphiques. Vraiment, il y en a peu des claques comme ça pour ma part, mais là c'est vraiment un truc de dingue. Déjà, rien que sur la couverture, on se rend compte qu'il y a un trait très particulier, très fluide, très liquide, qui fait sens absolument avec le Silver Surfer, puisque je rappelle que alors non, je ne suis pas métallurgiste, donc je ne saurais pas de quel métal il est fait, mais en gros c'est comme s'il était en mercure, ou on dit surfer d'argent, mais ça n'a rien à voir. Donc sans rentrer dans les détails, on retrouve le Silver Surfer après son passage chez les Gardiens de la Galaxie. Vous n'avez pas besoin de lire cette série pour comprendre. Il les a sortis d'un trou noir parce que ils étaient en galère, et lui-même va se retrouver piégé après les avoir sauvés et va tomber un peu dans les limbes du cosmos. C'est très imagé tout ça, donc il n'y a aucune valeur scientifique évidemment. Et ce qui va être intéressant, c'est que il va être perdu pendant de longues années, voire des siècles, voire des millénaires, on ne sait pas trop, mais c'est extrêmement long. Et il va faire une sorte d'introspection sur lui-même, sur sa nature, sur son destin, sur la nature même de son rôle et de ce qu'il est censé faire dans l'univers. Et on va se rendre compte tout de suite que
À l'image d'ailleurs de Justice League Annual, c'est extrêmement philosophique, métaphorique, très poétique. Juste sur le scénario, on voit que Donny Cates il fait sa propre version du Silver Surfer, même s'il y a toujours eu un genre de mélancolie sur ce personnage qui depuis le début est maudit. Et je le rappelle, il travaillait pour Galactus pour sauver sa planète, donc il était vraiment en mode esclave. Et donc voilà, Donny Cates fait sa propre version sans forcément marcher sur ce qu'ont fait les autres. Et d'ailleurs, il ira même jusqu'à faire un hommage à Stan Lee et à Jack Kirby. Le visuel, c'est de ça dont j'avais envie de parler, c'est ça qui m'a mis une sacrée claque. Tradmore, qui n'a donc par le passé pas forcément été dans mon cœur, là il se surpasse. Ça ressemble ni à du comics classique, ça ressemble pas à du manga, ça ressemble pas à de la BD franco-belge. On serait plus sur justement du graphe ou de la fresque et du graphe un peu de rue. Il respecte aucune règle établie de proportion, de construction. Il fait son propre truc, ça fonctionne extrêmement bien, c'est extrêmement dynamique, ça bouge dans tous les sens. Et que ce soit dans les bastons ultra dynamiques ou les moments un peu plus calmes où ça va être un petit peu plus poétique. Moi, il y a des pages où j'ai juste envie de les prendre et de les encadrer. C'est des fresques en fait, tout simplement. Il y a des pages où c'est vraiment des fresques. Ça se laisse regarder. Je suis resté dessus des minutes et des minutes. Donc voilà, c'est vraiment mon gros coup de cœur de l'été. Je vous le conseille. Je reparlerai sûrement dans Comics Outcast parce que ça vaut le coup d'en parler un peu plus longuement. Mais voilà, donc du Hellboy, vous prenez à peu près ce que vous voulez, mais si vous voulez être au plus de la nouveauté, c'est The Beast of Vargu et Lobster Johnson, The Ring of Death. Justice League Annual avec Swamp Thing, un truc très poétique, et mon coup de cœur, le Silver Surfer Black. Je vous conseille de lire tout ça et on se retrouve à la rentrée. Je vous fais des bisous, ne travaillez pas trop, glandez, lisez beaucoup et à bientôt. Bisous. Eh bien bisous, bisous. On va essayer de profiter du dernier jour de l'été. Hein. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Sam, le petit Sam Hippo à la framboise et à la chantilly. Qu'est-ce qu'il raconte? Salut les bouillaillos. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de vos vacances. Moi, franchement, nickel. Enfin, nickel. Pour être tout à fait franc avec vous, je suis parti un peu comme un voleur en vacances et je n'ai pas pris le temps ni de nettoyer la chaloupe du vaisseau, ni quoi que ce soit avant de partir. Et franchement, j'ai un peu peur que Zef me tue à la rentrée. Mais bon, on va pas parler des choses qui fâchent. On va profiter jusqu'au bout de nos vacances et je vais en profiter pour vous parler d'un titre que j'ai pris avec moi, ou plutôt que j'ai acheté là où je suis en vacances. Et autant vous dire que c'était pas simple. J'ai décidé de vous trouver quelque chose que je pouvais lire là où j'étais, et donc je ne trouvant ni comic shop, ni boutique de bande dessinée, ni quoi que ce soit là où je suis, j'ai fait ce que j'ai pu, et du coup je suis allé dans une presse. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un titre presse, c'est le nouvelle sortie de chez Urban, c'est le Batman bimestriel, le tome 1 qui est sorti du coup en juillet 2019, donc tout proche là pour le début des vacances. Et du coup, on en parlait dans nos pastilles avec Z2E et Lulu, du problème du sable dans les comics. Certains diront d'ailleurs qu'il s'insinue partout. Et ce format presse, c'est parfait pour ça. Déjà, c'est de la couverture souple, donc facile à mettre dans son sac. En plus, c'est de l'impression qui est clairement de moins bonne qualité qu'un hardcover de chez Urban ou autre. Et du coup, on a moins peur de l'abîmer avec le sable et quoi que ce soit. Et donc, on le prend assez facilement. Donc, en effet, c'est une pagination qui est de moins bonne qualité, mais du coup plus légère. Et au final, on n'y est pas perdant, puisque pour 12,90 €, on se retrouve avec, j'ai compté pour vous, 13 issues, et donc 320 pages. Donc pas mal de choses à lire en vacances, sur la plage. Et du coup, c'est parti, on commence. Donc le tome 1 sorti en juillet, donc si vous avez bien fait le calcul, le tome 2 sortira le 6 septembre, pour être exact, donc pour la rentrée, ce sera nickel aussi. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce premier numéro ? Déjà, on trouve le Batman issue 50, donc le fameux mariage de Batman et Catwoman, dont Ben nous a beaucoup parlé. Bisous Ben. Qui est un événement majeur de Rebirth. Un pivot central de toute cette saga gérée par Tom King, et du coup si vous avez un petit peu suivi Rebirth, vous ne serez pas perdu. Si vous l'avez pas encore lu, ce fameux mariage, c'est une histoire qui est racontée en in-issue. C'est donc effectivement le mariage de Batman et Catwoman, alias donc Bruce Wayne et Selina Kyle, écrit par Tom King et dessiné par Michael Janin, entre autres, puisqu'il est écrit des pages qui parlent vraiment du mariage, mais il y a entre pas mal d'illustrations, d'illustrateurs connus, dessins ou planches.
de l'univers de DC et surtout de Batman. Il y a par exemple du Jim Lee, entre autres. Je vais pas tous vous les citer là. Et du coup, c'est une chouette histoire, bien écrite, bien foutue et qui va vraiment avoir un impact important dans tout cet univers. Je vous en dis pas plus, hein, c'est qu'une seule issue, je voudrais pas vous spoiler. Suite à ça, donc les Batman 51 et 52, La Chambre froide, qui est une histoire qui arrive juste après le mariage de Batman et Catwoman et qui ont subi directement les premières conséquences. C'est-à-dire qu'on a un Batman qui découvre chez le légiste quelque chose qui est passé entre les doigts du légiste. C'est-à-dire qu'on a plusieurs femmes qui sont mortes à peu près de la même manière et Batman découvre qu'il y a un point de congélation au niveau du cerveau de ces femmes et du coup on déduit tout de suite qu'il s'agit de Freeze qui est en liberté conditionnelle et il fonce vers Freeze, il le défonce et il l'arrête. Suite à ça, c'est au tour de Bruce Wayne et c'est une histoire assez intéressante pour ça, c'est-à-dire que le Batman va être quasiment absent de cette histoire. C'est Bruce Wayne qui va être mis à l'avant puisque Bruce Wayne est appelé à être jury au procès de Victor Freeze. Et ça devient assez intéressant. Déjà, il est assigné à résidence, enfin dans une résidence close, un hôtel. Et il se retrouve à devoir gérer un petit peu ses contradictions, à devoir faire un petit peu le point sur lui et à se retrouver confronté aussi un petit peu à tout un univers de personnes qui sont les autres membres du jury et avec lesquels il va discuter et il va se rendre compte un petit peu de la vision des gens, de la vision de leur système juridique par les gens et de ses contraintes et de sa logique, mais aussi la vision que peuvent avoir les gens de l'univers de Gotham, de ses super vilains et de leur Batman et de la police et de la façon dont ils voient un petit peu cet univers. Mais ce qui est aussi de vachement intéressant dans ce titre, c'est que on va retrouver du coup un Batman qui va pas avoir à se battre physiquement, et on retrouve du coup un côté très détective de ce personnage, puisqu'il va devoir démêler un petit peu le faux du vrai et reconstituer les choses, et l'articulation de toute cette histoire et la façon dont il va essayer de convaincre les autres membres du jury et de leur faire changer, enfin de leur faire voir les choses différemment, est très bien construite et assez bien foutue. Et au passage, on découvre aussi Nightwing qui passe un moment avec lequel il est en contact, puisque Nightwing reprend le temps de ce procès le costume du Batman. Voilà, donc pour ces deux issues, vachement bien. Franchement, le trait est super beau. J'ai vraiment adoré cette petite histoire. Graphiquement, c'est très joli. La couleur est vraiment bien foutue. Après, on retrouve un Batman dans un style un peu vieillot et tout ça, mais je trouve ça assez chouette, surtout dans cet univers-là. J'ai vraiment hâte de lire la suite de cette histoire. Ensuite, on a le détective comics numéro 982, La malédiction de Gotham City. Et on retrouve du coup Batman qui est à la recherche d'un enfant qui a été kidnappé, Joshua, et il se retrouve du coup à maltraiter un malheureux SDF pour lui tirer un petit peu les infos. Et il se retrouve à plonger dans les égouts à la recherche d'autres SDF. Et il se retrouve confronté donc en effet à plein de SDF, mais surtout il va se retrouver confronté à un adversaire qu'il a déjà connu. Il s'agit du diacre Blackfire. En fait, il s'agit plus exactement de son fantôme. Et ça, déjà, ça m'a beaucoup plu. En fait, on retrouve un personnage que... Le personnage en soi du diacre n'est pas dingue, mais l'histoire à laquelle elle fait référence est assez folle. Il s'agit donc de Batman The Cult, ou Le Culte. Donc, la version originale était sortie en 1989. Et la version, vous pouvez la retrouver chez Urban, et elle est sortie en août 2016. C'est une histoire qui était déjà dans un trait assez particulier, assez sombre, mais aussi assez crasseux, assez malaisante. Et on retrouvait du coup ce Batman qui était pris au piège par toute la Ligue de la société de Gotham, tous les reclus qui sont pris en otage, pas en otage physique, mais en otage un petit peu spirituel par ce diacre, le diacre Blackfire, qui crée une vraie révolte dans Gotham et qui va réussir à endoctriner le Batman à l'aide de drogue et autres, comme on peut le faire dans une secte. Et c'était vachement intéressant, c'était un super titre, graphiquement c'était une sacrée claque, et surtout pour l'époque. Et l'auteur Jim Starlin voulait représenter par là un petit peu le malaise que lui avait vécu par rapport à l'univers du comics à cette époque-là et à la difficulté de faire ressortir des titres et à raconter les histoires qu'il voulait. Et c'était un très beau titre qu'on m'avait offert là en début d'année.
Très contente du coup de relire ça et du coup de découvrir que cette suite est plutôt bien foutue. Enfin cette suite c'est juste une issue, c'est une histoire ultra courte mais qui fonctionne bien. On retrouve du coup ce Batman dans un univers poisseux. Pareil le style graphique qui met bien en mal l'histoire. Et tout ce style graphique sert une histoire courte mais vraiment bien. Voilà. Ensuite, Detective Comics 983, 984, 985, à l'extérieur. C'est une histoire où un nouvel ennemi arrive dans Gotham et met à mal du coup les alliés de Batman. Et du coup, Batman décide d'aller trouver un personnage qui est connu de l'univers DC. Il s'agit de Black Lightning, que vous avez peut-être découvert aussi en série sur Netflix. Et qui est du coup un proviseur qui aide les jeunes en difficulté à s'en sortir. Il est à la fois dur mais juste et du coup c'est ce qui intéresse notre Batman puisque ce personnage est également un super-héros qui la nuit utilise son pouvoir d'éclair pour résoudre ses problèmes. Et donc Batman va le chercher pour gérer sa petite équipe pendant que lui va affronter ce nouvel ennemi qui s'appelle Karma, qui en a clairement après Batman et qui ressort un truc qui était déjà sorti dans les Batman de Capullo et Snyder, ce que le Joker disait à Batman lorsqu'il était dans le deuil de la famille, c'est-à-dire que ses alliés le rendent faible. Et du coup, il a décidé de mettre son équipe à part, d'utiliser ce proviseur pour les gérer, pendant que lui va combattre ce fameux Karma. Donc c'est une histoire pour le moment 3 issues qui va continuer dans le prochain bimestriel. Et graphiquement c'est déjà moins mon style, mais bon ça marche, c'est pas moche, c'est juste que c'est pas mon style graphiquement, je trouve pas ça très joli. Et ce type d'histoire accroche moyennement pour le moment, mais après c'est personnel et puis on verra ce que ça donnera. Voilà. Et ensuite on a quelque chose qui n'est pas du Batman, on a Nightwing, The New Order. Donc The New Order numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. C'est une mini-série en 6. Donc c'est le Nouvel Ordre en français, par Kyle Higgins et Trevor McCarthy. Et déjà, bravo pour les dessins. Graphiquement, c'est une claque. C'est super beau, j'adore. Et au niveau de l'histoire, j'ai adoré. J'ai trouvé ça super chouette. Il s'agit on est en 2028, donc dans un futur assez proche. Et Batman est mort. Donc Batman vient de mourir et on a du coup, je vous dis pas des mains de qui, mais c'est super intéressant pour l'histoire. Mais ça revient plus tard, donc je veux pas vous spoiler. Mais en gros, il y a une grosse bataille, limite une guerre entre super-héros et super-vilains à Metropolis. C'est un champ de guerre inouï. Et Nightwing décide de prendre une décision radicale, c'est d'utiliser une arme que Batman possédait dans sa Batcave, une arme qui vient d'Apocalypse, et cette arme supprime les super-pouvoirs sur la Terre. Et on le voit tout de suite, on découvre en fait au milieu de tout ce chantier à Metropolis, avec ce Dick Grayson qui vient d'utiliser cette arme, un Superman à terre, un Flash, une Wonder Woman et toute la Justice League et d'autres super vilains. On trouve entre autres, j'ai vu dans les images, il y a un Doomsday par exemple. Et tout ce petit monde se retrouve sans pouvoir. Et on arrive en 2040, donc 12 ans après. Et Dick Grayson fait partie d'une sorte de police. Il poursuit un homme qui s'appelle Light avec sa police qui est en armure des espèces de Batman, enfin des Batman, et il course ce personnage qui semble avoir des pouvoirs de lumière assez puissants. Il le rattrape, il l'arrête et on apprend qu'en fait le motif de son arrestation, c'est qu'il a arrêté de prendre son traitement qui supprime les super pouvoirs. Et donc on apprend que c'est plus Nightwing, c'est Dick Grayson qui est chef de police, de ce nouvel ordre clairement. Même s'il n'en est pas le dirigeant principal, au-dessus de lui il a notamment Kat Kane qui est qui était du coup, puisqu'elle est plus dans cet univers, la Batwoman de l'univers de Batman. Et donc lui, il se retrouve dans un monde où les super pouvoirs sont interdits
où l'arme de Nightwing a, en 2028, annihilé les pouvoirs de 90% des super-héros. Ceux qui en ont encore doivent utiliser ce traitement. Et pire que ça, c'est que ceux pour qui le traitement ne fonctionne pas sont congelés, mis en stase dans une sorte de prison gérée par Mr. Freeze, en attendant qu'on trouve un moyen d'arrêter leur pouvoir. Alors ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais en fait c'est une super histoire déjà, parce qu'elle met beaucoup de choses en avant. Déjà on a un futur un petit peu différent, avec un Nightwing qui est beaucoup plus dur et qui lui se retrouve aussi beaucoup face à ses contradictions et à ses difficultés, qui est père de famille d'un petit garçon, et ça c'est vachement important puisque les relations père-fils, les relations de son père, amour pour son enfant sont très très présents, c'est super bien rendu. Tous les personnages sont bien construits, on voit beaucoup de personnages qui ont évolué de façon assez différente et graphiquement c'est vachement bien. Et tout l'univers est bien foutu. Donc visuellement déjà, mais toute la construction de cet univers est super chouette. J'ai beaucoup apprécié. On est vraiment dans un univers qui fonctionne dans le temps et dans l'évolution de ces personnages, dans leur construction, utilisant du coup les ellipses de temps pour les faire évoluer rapidement. Mais malgré tout, c'est pas anodin, tout est bien construit et leur évolution est claire et elle est bien pensée, elle est fluide et c'est une construction dans le temps dans les deux sens, c'est-à-dire qu'ils se sont amusés aussi à nous raconter une histoire qui fonctionne depuis le début, c'est-à-dire qu'on nous raconte tout ce qui s'est passé depuis les années 39, l'arrivée de Superman et ensuite la naissance du Batman, l'arrivée de Wonder Woman, et on nous explique qu'en fait les premiers super-héros sont arrivés avec les premiers pouvoirs, et puis ça a été une sorte d'effet boule de neige où il y en a eu de plus en plus, la magie est arrivée et tout ça, et jusqu'à une explosion de pouvoir, jusqu'à ce que ça devienne saturé et ultra dangereux. Et on est face aussi à un univers de répression terrible. Et c'est très très bien. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est en plus une histoire, une mini-série, donc c'est terminé, vous avez l'histoire complète. Je ne sais pas si elle sortira en VF chez Urban en dehors de ça, mais c'est très bien. Donc voilà, ça raconte un petit peu tout ce que vous allez pouvoir trouver dans le Batman bimestriel numéro 1. Pour vous faire un petit point rapidement de ce qui pourrait arriver dans le tome 2, on a donc les Batman numéro 53, 54, 55 et 56, ce qui doit être la suite du coup de l'univers de Batman suite au mariage et notamment la fin du procès de Victor Freeze. Ensuite, on a les Detective Comics numéro 986, 987, 988 et 989. Ce qui laisse à penser qu'on va aller aussi progressivement et assez rapidement vers le Detective Comics numéro 1000 qui est sorti, qui était un super titre, un numéro 1000 quoi, mais assez cool, j'ai beaucoup aimé personnellement. Si vous l'avez pas lu, et vous aurez peut-être l'occasion de le lire à ce moment-là. Et les Green Lanterns issue 40, 41, 42, 43 et Green Lanterns Annual numéro 1. Donc voilà, je suppose que ça fait partie de leur petite logique de développer un petit peu tout ça. Voilà, pour moi c'est un grand oui ce titre, j'ai beaucoup aimé. Après avoir, moi je sais que j'avais suivi, en fait les Batman j'avais repris à un moment avec les Batman Universe chez Panini, puis quand Urban avait racheté la licence d'ici, les Batman Saga, je les avais lus pendant un long moment et puis j'avais fini par m'arrêter parce que les titres me convenaient plus, c'est toujours le problème, on n'est jamais sûr de ce qui va arriver. Pour le moment, tout ce qui est là me plaît dans l'ensemble et j'en suis très content, donc on verra si ça continue comme ça, je réessayerai pour vous dire. Et voilà. Bon, sur ce, mes petits bouillayos, je vais vous souhaiter une bonne fin de vacances. Profitez bien, je vous fais des gros bisous et un énorme bouilla! Un énorme bouilla. Et c'était le bouilla final de cette Summer 2019 Comics Outcast édition. On a passé un très bel été tous ensemble. On a été un peu en roue libre en termes de pastilles hors série, etc. Mais on espère que ça vous a plu autant que nous on a pris de plaisir à les faire depuis la plage ou encore un vaisseau hyper sensas. On se retrouve très très bientôt pour, si je ne m'abuse, une 5e saison. Ça sera incroyable, on a plein de surprises pour vous. On en reparle très vite. De toute façon, on saura vous trouver partout que vous soyez, que ce soit chez vous, dans vos oreillettes,
on dit pas oreillette, dans vos écouteurs, dans votre casque, dans votre téléphone, au travail, dans le bus. Voilà, la magie de l'internet fait qu'on trouvera notre chemin jusqu'à vos oreilles. Le moment venu pour cette rentrée qui s'avère, ma foi, exceptionnelle. On a très hâte d'en dire plus. D'ici là, un très bon dernier jour du mois d'août. Septembre, c'est encore les vacances, parce que les vacances, c'est dans votre cœur.